va s'organiser la présentation. Tout d'abord, une introduction avec la différence entre météorologie et climat. Ensuite, on verra que ce climat, eh bien, il évolue, il change en permanence, que tout ça est piloté par l'effet de serre et qu'on est en mesure aujourd'hui de faire des projections climatiques, donc de s'aventurer dans le futur pour savoir à quoi ressemblera le climat pour le XXIe siècle. En avant-dernière partie, les impacts, et on terminera par une conclusion, c'est passer à l'action. C'est-à-dire, en fait, l'enjeu de 1,5 degré pourrait se résumer à ça, c'est-à-dire qu'il faut agir dès maintenant. Alors, météorologie ou climat, c'est vrai que c'est une question intéressante parce qu'on fait souvent la confusion. La météorologie, en fait, c'est le temps qu'il fait à un instant donné, en un lieu donné, alors que pour le climat, eh bien, le climat, ce sont des conditions météorologiques moyennes. Donc c'est ça qui est important, c'est de considérer les moyennes, un petit peu comme en classe. Si vous désirez connaître le niveau d'un élève sur un sujet donné, vous allez faire un devoir particulier. Si vous voulez connaître le niveau moyen de votre élève, vous allez faire votre moyenne sur le semestre ou l'année. Et donc vous saurez ce que vaut cet élève parmi l'ensemble de la classe. Donc météorologie, climat, on ne peut pas confondre. Météorologie, c'est ponctuel, la climatologie, des moyennes. Alors la moyenne, elle évolue. C'est-à-dire que le climat, lui, il change naturellement. Et pour preuve, voici sur cette première image, à gauche, vous voyez la Terre telle qu'elle était il y a environ 20 000 ans, c'est-à-dire lors du dernier pic glaciaire. Donc la Terre ne ressemble absolument pas à ce que l'on connaît aujourd'hui. Vous avez une bonne épaisseur de glace, environ 1 km d'épaisseur, qui couvre, vous voyez, la Grande-Bretagne, nord de la France, qui s'étend sur l'Europe du Nord jusqu'à l'Asie. Vous avez la même chose sur l'Amérique du Nord. Vous voyez en bleu plus clair, c'est de la banquise en fait, mais tout ça, cette glace-là est permanente toute l'année. Alors le fait que l'on ait en fait un climat si froid, ça a un énorme impact sur la vie. Et donc pour preuve, en fait, eh bien, ce sont des dessins rupestres qu'on a retrouvés dans certaines grottes, notamment la grotte Cosquer près de Marseille. Et eh bien, en fait, ce dessin, il évoque le dessin d'un pingouin. Donc ça peut paraître étonnant d'avoir en fait des pingouins sur la Méditerranée, mais à cette époque, c'était tout à fait courant. Pas tout à fait les pingouins actuels, c'était le grand pingouin. Donc habitué aux eaux froides, mais pas les eaux glaciales, enfin quand même, un animal équipé pour lutter contre le froid. Également en Dordogne, la grotte de Rouffignac, où on trouve de magnifiques dessins de rhinocéros laineux, ou encore de mammouths, donc des animaux qui ont totalement disparu et qui étaient tout à fait classiques qu'on rencontrait dans le paysage à l'époque. Quel paysage, en fait? Probablement ça, donc en fait steppe, toundra, des grandes étendues herbacées, pas de forêt, pratiquement pas. En fait, il fait tellement froid, il n'y a pratiquement pas d'été. Et bien en fait que on a une végétation très pauvre. Donc un milieu comme celui-ci est vraiment totalement différent de ce que l'on connaît aujourd'hui. Merci Raphaël. Et alors, en dehors des plantes et des animaux, il y a également des hommes, des tribus de 1 à 5 millions d'individus, donc des gens qui sont nomades, qui sont obligés de bouger pour se nourrir, donc on parle de chasseurs-cueilleurs. Donc une vie qui était assez très compliquée, mais heureusement, il y a eu une déglaciation qui s'est opérée sur des milliers d'années. Ça a pris beaucoup de temps, mais ça a été favorable à l'humanité. Et voilà ce que l'on obtient aujourd'hui. C'est en fait, il ne reste plus que de la glace au niveau du Groenland et puis au niveau du pôle Nord par le biais de la banquise arctique. Et puis c'est eu un énorme impact en fait sur la vie humaine. C'est-à-dire qu'en fait, on est passé à pratiquement 8 milliards d'individus, donc une vie sédentaire, à pratiquement un être humain sur deux vit en ville, tout basé sur l'agriculture intensive. Donc, vous voyez, ça a totalement changé la civilisation, ça a changé la vie animale et végétale sur Terre. Certaines espèces sont disparues, mammouths, etc. D'autres se sont multipliées, comme les êtres humains. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre quel est l'écart de température entre ces deux mondes. En fait, ce n'est pas si vieux, il y a 20 000 ans. Et à votre avis, quel est l'écart de température? Quand on voit un tel changement, j'ai parlé d'1 kilomètre d'épaisseur de glace, on pourrait se dire que c'est énorme. En fait, un gros écart de température. Mais en fait, pas tant que ça. Le thermostat planétaire se joue à quelques degrés près. Donc il y a une amplitude de 5 degrés, pas plus. 5 degrés, on change de monde, véritablement. Donc il faut retenir ce chiffre-là pour comprendre ensuite l'exposé avec cet objectif de 1,5 degré. Donc le système climatique, il est véritablement sous contrainte. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'on a des forçages, c'est-à-dire en fait, on a des paramètres astronomiques, comme par exemple notre distance au Soleil. Vous savez que la Terre exécute sa révolution autour de notre étoile en 1 an, mais selon une orbite qui est elliptique. Mais cette ellipse peut se déformer très lentement, entre 100 000 et 400 000 ans. Et donc il y a des moments où la Terre est un peu plus proche du Soleil, donc on reçoit plus ou moins d'énergie.
Il y a également un autre facteur, c'est l'obliquité, c'est-à-dire qu'en fait, l'axe de rotation de la Terre est plus ou moins penché, ça se joue à quelques degrés. Et puis, il y a également le phénomène de précession. C'est un petit peu l'analogie avec le mouvement d'une toupie. Vous la lancez et vous savez qu'au bout d'un moment, elle oscille pour finalement tomber. Donc, ce mouvement d'oscillation, c'est ça, c'est la précession. Et ça s'exécute sur un ordre de 20 000 ans. Quand on combine ces trois mouvements, en fait, on voit des changements climatiques sur des milliers d'années. Et donc, on voit une alternance de périodes glaciaires et interglaciaires. Les périodes glaciaires, ça dure environ 100 000 ans. Interglaciaires, c'est 10 000 à 20 000 ans. Donc voilà, c'est cette succession d'événements qui, en fait, constitue ce que j'ai montré tout à l'heure, donc les périodes glaciaires, interglaciaires. Mais il y a également parfois des incidents, comme par exemple l'activité solaire qui se modifie. Donc si l'on perd un tout petit peu d'énergie, ce qui s'est produit il y a quelques siècles, entre 1450 et 1850, on a connu ce que l'on appelle un petit âge glaciaire. Ça va venir normalement, voilà. Et donc on a ici un tableau qui montre la ville de Londres. On voit la Tamise, et vous voyez, elle est totalement prise par les glaces. On est en 1677, et en France, on sait que le Rhône ou la Loire ressemblaient un petit peu à ça. Et donc on avait simplement perdu 0,5 degrés par rapport à maintenant. En dehors de ces paramètres astronomiques, en dehors de cette variation de l'activité solaire, il faut également mentionner le risque volcanique. En fait, quand on a des éruptions majeures, comme le Tambora en 1815 ou le Pinatubo, c'est plus récent en 1991, eh bien, il y a une éjection importante de poussière dans la stratosphère, donc c'est dans la haute atmosphère. Et en fait, ces poussières vont se répartir tout autour du globe. Ça va générer une sorte d'écran, de parasol. Et donc, on va recevoir un petit peu moins d'énergie. Ça va refroidir temporairement la température sur Terre. Donc, on peut perdre quelques degrés sur quelques années. Et ensuite, les choses reviennent à la normale puisque ça finit par retomber au sol. Même si on ne modifiait pas les paramètres astronomiques sans changer l'activité solaire ou le volcanisme, on aurait tout de même une variabilité interne au climat. Et ça, c'est la vie, en fait, on va dire, de la planète. Le meilleur exemple, c'est El Niño. Donc, vous avez ici une vue sur le Pacifique. Donc ça, c'est une image qui montre en fait le niveau des océans. On pourrait le corréler à la température, si vous voulez. Donc, vous voyez au centre une tache orangée. Donc, ça correspond en fait à une masse d'eau chaude. Et vous allez voir, donc là, on est en janvier 2015. Mois par mois, on va voir les eaux chaudes se rassembler et se décaler vers l'est, le long des côtes de l'Amérique du Sud. Ça, c'est lié en fait à une baisse de l'activité des vents qu'on appelle les alizés. Les vents faiblissent et donc les eaux chaudes vont se rabattre plus vers l'est. Ça va totalement changer la météorologie durant plusieurs mois. C'est-à-dire qu'on aura des précipitations plus abondantes à l'est et puis en Indonésie ou en Australie, où au contraire on aura un assèchement. Donc ça va modifier temporairement le climat. Et donc ça, c'est quelque chose qui est plus ou moins bien anticipé. Ça se produit tous les 5 à 7 ans et on a eu un paroxysme en fin d'année 2015, début 2016, ce qui a eu un énorme impact au niveau du climat mondial. On en reparlera tout à l'heure. Rappelez-vous, c'est le symbole du papillon, c'est pour parler de l'effet chaotique. Vous verrez dans une petite équation le papillon apparaître tout à l'heure. Donc on a bien identifié en fait quelles étaient les causes naturelles des modifications climatiques, sauf qu'il y a un petit problème, c'est qu'on s'aperçoit depuis la prise de mesure, c'est-à-dire depuis 150 ans environ, que bien, ces dernières décennies sont de plus en plus chaudes. Donc vous avez ici les températures moyennes par décennie, vous voyez ça forme une sorte d'escalier, donc les températures augmentent, et quand on regarde par exemple pour la ville de Paris, quelle a été l'année la plus chaude? Eh bien, en fait, c'était l'année dernière. Donc, il n'a jamais fait aussi chaud depuis 150 ans à Paris en 2018. 2011, deuxième rang. Ensuite, 2014 et ensuite 2015. Si on regarde un petit peu plus large au niveau de la France, eh bien, c'est pratiquement la même chose. Numéro 1, 2018. Ensuite, on inverse. C'est 2014, 2011 et enfin 2015. À l'échelle mondiale, là, on a une petite modification. C'est 2016. Comme je l'ai parlé tout à l'heure, c'est lié au phénomène El Niño, qui est venu se rajouter au réchauffement climatique. 2015 en deuxième position, 2017 et 2018. Donc en fait, les 4 années les plus chaudes sont les 4 dernières, certes dans le désordre, mais enfin on les a toutes les 4. Donc voilà, donc il se passe quelque chose et il faut essayer de comprendre. Alors pour ça, il faut s'interroger sur l'effet de serre. Vous voyez ici une photo prise depuis la Lune par une des missions Apollo. On voit la Lune, donc, qui est un monde désertique, et à l'arrière, eh bien, notre belle planète.
qui a su retenir une atmosphère avec de l'eau et avec des températures positives. Si la température est positive, c'est parce qu'on a ce mécanisme, l'effet de serre, des gaz capables de capturer l'énergie solaire et donc d'avoir une température positive, sinon la température moyenne serait négative sur Terre sans cet effet de serre. Alors en quoi ça consiste ? Eh bien, vous avez ici donc à gauche le Soleil qui envoie ses rayons lumineux, le rayonnement solaire, donc flèche jaune, qui en fait percute le sol. Ça sera absorbé en grande partie par la planète, mais en fait, pour que la température soit à l'équilibre, il faut que cette énergie ensuite soit restituée, sinon on aurait la température qui augmenterait indéfiniment. Et donc cette énergie repart vers les étoiles par un rayonnement infrarouge, donc c'est un rayonnement invisible. Donc la flèche, on la voit, elle repart vers le milieu interstellaire, mais on a quand même une flèche rouge brisée qui revient vers le sol. Et c'est ça, la contribution de l'effet de serre. Ce sont des gaz présents dans notre atmosphère qui sont capables de capturer ce rayonnement infrarouge partiellement pour ensuite le réémettre vers le sol. Donc c'est ça qui permet d'avoir une température positive. Et donc c'est un phénomène totalement naturel et bénéfique, encore une fois. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, on est en train de déstabiliser cet équilibre chimique, on est en train d'enrichir notre atmosphère en gaz, dit à effet de serre. Le premier, eh bien, c'est le dioxyde de carbone, le fameux CO2. Alors, d'où vient-il ? Eh bien, de la combustion des énergies fossiles, donc tout le monde le sait, c'est le charbon, le pétrole et le gaz. Et le premier secteur, en fait, consommateur de combustibles fossiles, c'est le secteur de l'énergie. Alors, on n'a pas ce problème-là, nous, en France, parce qu'on a des centrales dites nucléaires. Mais si on va, par exemple, chez nos voisins en Allemagne ou encore en Asie, en Chine, eh bien, ce sont les centrales thermiques à charbon qui fonctionnent à plein régime pour produire l'électricité. Donc le secteur de l'énergie. Ensuite, on a également les transports, tout ce qui concerne la mobilité. Et en troisième point, on a l'industrie. Il faut également parler de l'occupation des sols. On sait, et on en a entendu parler cet été, avec notamment la déforestation au Brésil ou encore en Indonésie. Il y a des feux un petit peu partout. Et donc ça, on sait que les forêts sont des puits de carbone. En fait, dans les troncs d'un arbre, vous avez beaucoup de carbone. Dès que vous le brûlez, ça repart dans l'atmosphère. Vous avez un deuxième gaz qu'on appelle le méthane. Alors lui, en fait, il est essentiellement lié à l'agriculture intensive avec les ruminants ou encore toutes les décharges ou les milieux humides comme les rizières et les marais. D'autres gaz sont présents. Sans rentrer dans le détail, il y a le protoxyde d'azote, c'est lié à l'épandage d'engrais, ou encore les gaz fluorés qu'on trouve dans les systèmes réfrigérants. Donc maintenant, c'est intéressant de voir un petit peu si on a bien compris tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire on reprend les phénomènes naturels, donc paramètres astronomiques, variabilité solaire, volcanisme et l'effet papillon, donc le chaos. Et quand on combine ces quatre éléments, eh bien, on peut recréer dans un ordinateur une planète virtuelle. Ça correspond en fait à la courbe en rouge que vous voyez en bas. Donc on part de 1850 jusqu'à aujourd'hui. Et vous voyez une fluctuation de la température année par année. Et puis en noir, vous avez en fait les observations. Donc c'est la réalité, c'est ce que l'on a mesuré. Et on s'aperçoit que ça colle à peu près jusque dans les années 70, début des années 80, et ensuite ça diverge vraiment. On voit la courbe noire au-dessus, alors que la courbe rouge, elle, reste encore à peu près à l'horizontale. Alors, effectivement, il y a un manque. C'est-à-dire que si on rajoute maintenant tous les gaz à effet de serre, eh bien, on peut reconstruire la modélisation et superposer en fait la courbe rouge à la courbe noire. Vous pourriez me dire, oui, mais ça ne colle pas exactement année par année, c'est vrai. Mais si vous faites une moyenne sur 30 ans, encore une fois, évaluer le climat, ce sont des moyennes. Eh bien, si vous prenez une portion de 30 années, des mesures réalisées et de 30 années de modélisation, eh bien, vous aurez à peu près la même moyenne. Donc ça colle. C'est tout à fait réaliste. Donc voilà, donc là, on a compris quand même quelque chose en utilisant en fait ces gaz à effet de serre dans les modélisations. Et on sait qu'en 2017, le réchauffement a atteint environ 1 degré par rapport à la période pré-industrielle. Hop, je reviens. Ah non, bon, c'est pas grave. Alors, les scénarios de changement climatique, une fois qu'on a compris comment fonctionne en fait le climat, on est capable de se projeter. Alors, ce graphique, il est très intéressant. Très intéressant, ce qui nous montre plusieurs choses. Alors, il y a des bonnes et des moins bonnes nouvelles. Donc, vous voyez en fait en noir, sur la gauche, entre 1900 et 2000, encore une fois, la courbe de température, ce qui a été mesuré. Et ensuite, au-delà de 2000, les courbes en couleur correspondent aux simulations. Vous
vous voyez qu'il y a toute une palette de température. On pourrait se dire, finalement, on ne sait pas. En fait, non. Ça dépend du scénario. Vous avez ici en rouge, en fait, le scénario pessimiste, dans l'hypothèse où on ne fait absolument rien et où on continue d'émettre toujours plus. Dans ces cas-là, la température va continuer d'augmenter jusqu'à la fin du siècle. En revanche, si on fournit des efforts avec une politique climatique, ça correspond à la courbe bleue, ça signifie qu'on peut stabiliser la température et limiter environ à 2 degrés, alors que dans l'autre cas, c'est entre 4 et 5 degrés. Donc, encore une fois, 5 degrés, vous vous souvenez, c'est l'équivalent de la dernière déglaciation. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est que dans tous les cas, on ne retrouvera pas le climat du XXe siècle. Il n'y a aucune courbe qui montre en fait un retour à des températures qu'on a connues avant les années 2000. Donc ça, c'est impossible. L'autre mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, quoi que l'on fasse, tous les scénarios nous montrent une augmentation de la température, une dégradation du climat pour les 20 prochaines années. Vous voyez, les 4 courbes sont confondues et ça augmente. Donc les choses se stabilisent à partir de 2050 si on fait tout ce qu'il faut dans les prochaines décennies. Il faut savoir aussi que cet impact, il est planétaire. Vous voyez, il y a 2 globes, 2 planisphères. Celle d'en haut est très rouge parce qu'elle nous montre qu'en fait le réchauffement est très important, jusqu'à 10 degrés par endroit au niveau des pôles. Ça se réchauffe plus facilement sur les continents que sur les océans. Et en bas, vous avez la version, on va dire, positive, où en fait ça se réchauffe quand même, enfin dans une moindre mesure. Donc on considère que le 1,5 degré pourrait être atteint entre 2050 et 2052, donc grossièrement vers 2040, quoi. Bon. Alors, qu'est-ce que l'on peut craindre avec cette augmentation des températures? Eh bien, évidemment, ce sont les canicules. Donc, on en a connu dernièrement au mois d'août, au mois de juillet, pardon. Et donc, vous voyez ici sur ce graphique, en fait, différentes vagues de chaleur. Alors, vous avez en abscisse, c'est-à-dire à l'horizontale, vous avez la durée du phénomène, et en ordonnée, vous avez la température moyenne. Donc, 2019 se trouve donc sur la gauche, au 5e jour, vous voyez, sur une durée de 5 jours, avec une moyenne de 34 degrés. Et il y a une autre référence, c'est celle de 2003, c'est donc la grosse bulle qui se trouve un petit peu plus à droite. Et ici, vous avez les températures prises au parc de Montsouris sur la première quinzaine d'août 2003. Alors, ce qui caractérise les vagues de chaleur, c'est une température moyenne minimale. Donc là, c'était très élevé. On a eu jusqu'à 25,5 degrés. Et puis les températures maximales qui s'approchent des 40 degrés l'après-midi. Donc ça a été un événement majeur avec malheureusement des milliers de morts. Et à quoi peut-on s'attendre à l'avenir? Eh bien, alors déjà sur l'aspect historique, vous voyez ici des vagues de chaleur entre 1947 et 2017. Les bulles orangées, en France, oui, pardon. Oui, en France. Et donc vous avez ici des bulles orangées qui montrent en fait les vagues de chaleur depuis 1983. En fait, il y en a beaucoup plus de bulles orangées que de bulles grises. Et d'ailleurs, les vagues de chaleur les plus importantes ont été donc mesurées après 1980. Alors, si on reste toujours en France et qu'on se projette dans l'avenir, en prenant le scénario, attention, le plus pessimiste, vous retrouvez ici les bulles grises, toutes les bulles que je vous ai présentées à la diapo d'avant. Et cette fois-ci, les bulles oranges, ça correspond aux futures vagues de chaleur, c'est-à-dire entre 2021 et 2050. On s'aperçoit finalement qu'il y a toujours plus de vagues de chaleur, il y a plus de bulles oranges que de bulles grises, mais en termes d'intensité, vous voyez, il ne semble pas que l'on soit dans des situations plus critiques que 2003, a priori. Après, si on va plus loin, après 2050, vous voyez, ça n'a plus rien à voir. Donc ce sont des vagues de chaleur qui peuvent durer plus de 3 mois, avec une intensité très importante, et l'été 2003 devient presque frais au regard des vagues de chaleur que l'on a sur la droite. Dans ces hypothèses du scénario très pessimiste, il y a une équipe à Météo France qui a fait des simulations pour la métropole et on pourrait craindre des valeurs supérieures à 50 degrés après 2050, des valeurs à plus de 50 degrés, voire jusqu'à 55 degrés ponctuellement. Ça pourrait se produire une fois, mais c'est possible, jusqu'à 55 degrés dans le nord-est de la France. Donc, à la fin du XXIe siècle, on aura une augmentation du nombre de vigilances de 10 à 25 par an au lieu d'une seule par an actuellement. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire pour résumer? Il y aura donc une poursuite du réchauffement au cours du XXIe siècle, quel que soit le scénario.
Ça, c'était la mauvaise nouvelle dont je parlais tout à l'heure. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut atténuer le phénomène. Selon le scénario sans politique climatique, on pourrait atteindre 4 degrés en France. J'ai parlé de 5 degrés à l'échelle mondiale, mais en France, ça pourrait être 4 degrés. Et donc, c'est valable aussi pour Paris. Une diminution, évidemment, du nombre de jours de gel. Donc, des hivers moins rigoureux. Et puis, un nombre plus important de journées chaudes. Des vagues de chaleur plus fréquentes, plus intenses. Au niveau des précipitations, rien de très clair. Alors, il semblerait que vers la fin du siècle, dans le scénario le plus pessimiste, on ait des hivers plus arrosés et des étés plus secs. Mais annuellement, il semblerait qu'on ait les mêmes quantités. La disparité se verrait au niveau saisonnier et au niveau régional également. Et puis des périodes d'étiage évidemment plus longues et plus sévères sur le bassin de la Seine. Voilà, donc je vais laisser la main maintenant à Raphaël. Donc, je vais vous présenter une partie des impacts, puisque donc on a vu l'impact principal pour nos latitudes, c'est l'augmentation en fréquence et en intensité des canicules. Et un phénomène qui est particulier en ville, c'est que les villes connaissent un microclimat spécifique qui est exacerbé en période caniculaire. Donc, c'est-à-dire que ce microclimat, il n'est pas lié au changement climatique, il est lié à la présence de la ville, je vais vous expliquer en quoi, mais par contre, il est accentué en période de vagues de chaleur ou de canicule. Donc du coup, plus on aura de canicules à l'avenir, et plus ce microclimat en ville va s'accentuer, et du coup, ça entraîne une vulnérabilité des villes accrue au changement climatique. Donc ce microclimat, en fait, il est caractérisé principalement par ce qu'on appelle l'îlot de chaleur urbain, qu'on peut abrégé en ICU, et donc qui représente l'écart de température observé entre une agglomération et son environnement. Vous voyez là sur ce petit schéma, on a en fait la courbe pointillée rouge qui représente l'évolution de la température au-dessus de l'Île-de-France, avec si on va du sud-ouest de l'Île-de-France au nord-est de l'Île-de-France, en passant au milieu à peu près par Paris. Et vous voyez que plus on se rapproche du centre, de Paris et du centre-ville, et plus cette courbe augmente, plus quand on va de la gauche vers la droite. Et donc au-dessus de Paris, on a vraiment une bulle de chaleur. Il fait plus chaud. Et puis après, quand on s'éloigne à nouveau de Paris, cette température diminue. Ce qui est important à noter, c'est que cet effet est essentiellement nocturne. C'est-à-dire que ces températures, elles sont plus chaudes la nuit en ville qu'elles ne le sont à la campagne. Et ça, c'est un élément important parce qu'en période de vagues de chaleur, les organismes sont d'autant plus sensibles à ces vagues de chaleur s'ils ne peuvent pas se reposer la nuit, entre guillemets. Et donc, s'il fait trop chaud, physiologiquement, le corps ne peut pas se reposer. Et c'est alors à ce moment-là qu'on parle de canicule avec un véritable impact sanitaire. Donc, comment ça fonctionne? Donc, vous avez un petit peu, vous avez ces deux schémas qui présentent un petit peu le phénomène d'îlot de chaleur urbain. Donc en haut, vous avez ce qui se passe le jour. À gauche, on est à la campagne. À droite, on est en ville. Donc le jour à la campagne, on a dans tous les cas le soleil qui nous apporte ses rayons. Hein. Et donc à la campagne, tout ce qui est végétation va utiliser l'énergie qui est contenue dans les rayons du soleil pour son activité propre. C'est tout ce qui est activité de photosynthèse où la végétation va utiliser l'énergie solaire pour respirer et pour transpirer. Elle va puiser l'eau dans le sol par ses racines et du coup, par ce phénomène de photosynthèse utilisé par l'énergie solaire, elle va rejeter cette eau dans l'atmosphère pour son activité. Du coup, l'énergie solaire, elle est consommée par la végétation et par les sols naturels. La nuit, en l'absence de soleil, la végétation est au repos et en fait, à la campagne, du coup, il ne se passe plus rien, entre guillemets, au niveau de ces échanges de chaleur. Si on se place en ville, par contre, sur la partie droite de la diapositive, donc en haut, la journée, le rayonnement solaire arrive sur la ville, mais en ville, on a très peu de végétation et du coup, ce rayonnement solaire ne peut pas être utilisé par la végétation puisqu'on a en majeure partie une absence de végétation. Et donc ce rayonnement solaire qui arrive, en fait, il va être stocké, il va être absorbé par tous les matériaux, toutes les surfaces qui constituent la ville, c'est-à-dire les murs des bâtiments, le sol des routes, le bitume, etc. Tous ces matériaux vont absorber le rayonnement
Et donc la nuit, en l'absence d'apport de rayonnement par le soleil, ces matériaux qui se sont échauffés pendant la journée, ils vont relâcher la chaleur, puisqu'on a toujours une recherche d'équilibre hein, dans la nature. Et donc du coup, ça va faire que la température qui, à la campagne, a diminué rapidement puisqu'il n'y avait plus de soleil pour chauffer l'air. En ville, la température, au lieu de diminuer aussi rapidement qu'à la campagne, elle va rester un petit peu plus élevée puisqu'il y a cette chaleur qui est libérée par les surfaces, par les immeubles et par les routes. Donc du coup, on va avoir une température un petit peu plus élevée en ville qu'à la campagne, principalement pendant la nuit. Si on regarde un petit peu ce qui se passe à l'échelle de la région Île-de-France, donc là, vous avez le climat moyen de la région Île-de-France, donc une moyenne calculée sur 30 ans. Et on voit un petit peu cette bulle de chaleur sur Paris. Alors, ça déborde un petit peu sur les arrondissements de la Petite Couronne. Hein. Et on a, en moyenne, toute l'année, on est 2 à 3 degrés plus chaud à Paris la nuit que sur les départements de la Grande Couronne, ou sur les zones les plus fraîches, forêt de Fontainebleau ou le Vexin, par exemple. Si on regarde un petit peu ce qui se passe pendant l'été, en période caniculaire, là, vous avez la même carte, à gauche sur l'Île-de-France, pendant la canicule de l'été 2003. Là, c'est la nuit du 11 au 12 août 2003. Et là, on voit des différences de température qui sont beaucoup plus importantes. Et puis, on zoome, on voit qu'on a, très localement, on a eu des températures pendant la période de la canicule de 2003, où à l'intérieur de Paris, il a fait jusqu'à 6 degrés plus chaud que, par exemple, que par rapport à la forêt de Meudon. Si on regarde plus globalement par rapport à toute l'Île-de-France, en 2003, on a eu 10 degrés plus chaud dans Paris que la forêt de Fontainebleau ou la forêt du Vexin, ou le parc du Vexin, par exemple. Et donc là, vous avez, sur cette diapo-ci, une petite frise chronologique qui représente un petit peu les derniers événements caniculaires, ou en tout cas de vagues de chaleur majeures ces dernières années, et la différence de température qu'on a mesurée en termes d'îlots de chaleur urbains entre l'intérieur de Paris et les départements de Grande Couronne. Donc là, par exemple, cet été, là, le 25 juillet 2019, le jour où on a mesuré plus de 42 degrés à Paris, on avait entre 7 et 10 degrés plus chaud dans Paris la nuit que les zones alentours. Par exemple, cette même nuit, on a mesuré 28 degrés à l'hôpital Lariboisière, 25 degrés 5 à Paris-Montsouris, et on n'avait que 18,4 degrés dans le 91 ou dans le 77. Donc voilà, pour montrer que Paris, par le fait que ce soit très, très urbanisé, est vraiment plus vulnérable à ces phénomènes d'îlots de chaleur, et donc est plus vulnérable aux impacts du changement climatique. Il y a d'autres impacts qu'Alain va vous présenter. On reviendra par la suite avec la présentation suivante sur l'îlot de chaleur urbain et ses mécanismes. Alors effectivement, le problème de l'îlot de chaleur urbain est un souci au niveau de la vie citadine. Mais en fait, là, ce n'est pas qu'une histoire aussi de climatisation. Le changement climatique, c'est un impact déjà d'une part pour les ressources en eau. Donc là, on le voit déjà actuellement, suite à un été très sec, ça fait plusieurs mois où on manque d'eau. Les problèmes évidemment liés à la production agricole. Si on a moins d'eau dans les nappes phréatiques ou encore dans les cours d'eau, c'est compliqué de pouvoir arroser et irriguer les cultures, alors que nourrir la population est fondamental. On a aussi un phénomène d'érosion de la biodiversité. Donc ça, le changement climatique vient s'ajouter à d'autres problèmes. On sait qu'il y a des polluants, il y a des réductions des espaces naturels, ces choses-là qui font que les espèces animales ou végétales sont en train de disparaître peu à peu. On a également des problèmes au niveau du littoral, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais si la température augmente, vous avez les fluides comme les océans qui vont se dilater. Donc en fait, on va voir le niveau de mer augmenter et donc éroder les contours des côtes françaises, mais aussi partout dans le monde. Il y a de nombreuses villes portuaires qui seront impactées. Évidemment, au niveau habitat, infrastructure, là on voit des inondations, mais c'est aussi valable pour la sécheresse, avec des fissurations des maisons. On a également un impact sur le tourisme. Alors, on voit l'hiver, on a moins de neige, mais même l'été, à l'avenir, peut-être que la Côte d'Azur sera une destination moins prisée à cause des étés étouffants.
Les impacts sanitaires, bien évidemment, vous avez ici le moustique tigre qui véhicule de nombreuses maladies, mais on peut aussi citer le cas des canicules qui peuvent être mortelles pour les plus intenses. Et puis, évidemment, si on n'est plus capable d'avoir de l'eau et de manger à sa faim, eh bien, on est obligé d'aller voir ailleurs. Et donc, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui, à l'avenir, seront obligés de se déplacer. Donc, on parle de réfugiés climatiques. Ça risque de poser quelques tensions, évidemment, et on ne sait pas à l'avenir si les démocraties sauront résoudre ce genre de problème et résister face à toutes ces difficultés. Et donc, ça a un impact sur l'économie, surtout sur les décisions politiques. Ça, on a tous en mémoire ce qui s'est passé à Paris en 2015, en décembre 2015, avec la COP 21. Donc, la quasi-totalité des chefs d'État s'étaient réunis. Tout ça, ça a été en partie piloté grâce au travail du GIEC. Vous savez que c'est un groupe d'experts du climat, donc sur les meilleurs scientifiques sur le domaine, qui se réunissent et ils collectent en fait toutes les études qui sont faites sur le changement climatique pour en tirer ensuite un consensus. Et en fait, les chefs d'État s'appuient sur ces études-là pour définir une politique. Alors, qu'est-ce qui a été défini à ce moment-là? Eh bien, c'est de maintenir le réchauffement, de le contrôler et de ne pas dépasser 2 degrés, le mieux étant 1,5 degré. Donc, c'est la fameuse trajectoire RCP 2.6, la fameuse courbe bleue que je vous ai montrée tout à l'heure sur le graphique. Alors, qu'est-ce que ça implique? Pour y parvenir, il faut avoir un pic des émissions de gaz à effet de serre qui se produisent dès que possible. C'est-à-dire qu'il faudrait que, dès maintenant, on fasse l'effort nécessaire pour que les émissions diminuent. Or, ce n'est pas le cas. Chaque année, les émissions augmentent. Pas énormément, mais ça augmente. Alors que l'objectif, c'est que ça descende, c'est que ça baisse. Donc cette cible des 1,5 degrés, ça nécessite de réduire de pratiquement la moitié nos émissions mondiales en CO2 d'ici 2030. D'ici grossièrement 10 ans. Autant dire que le projet est ambitieux, mais c'est possible scientifiquement. Est-ce que la société est prête ensuite à faire cet effort? Je n'ai pas la réponse, mais c'est très compliqué à mettre en œuvre. Alors, il faut passer à l'action. Donc, ça veut dire quoi? Atténuation, ça veut dire quoi? Réduire les émissions en gaz à effet de serre le plus rapidement possible à l'aide de politiques fortes à ce sujet, donc à l'échelle internationale comme à l'échelle individuelle, à travers évidemment de nombreux gestes, donc favoriser la mobilité à travers les transports en commun, ou encore le vélo, la trottinette, ce que vous voulez. Par exemple, essayer de réduire le flux, le débit Internet, parce que c'est très énergivore. Réduction, par exemple, de la consommation énergétique pour le chauffage chez soi ou même encore à l'école. Isoler les bâtiments. Favoriser également des circuits courts, donc essayer de manger local, éviter d'importer des produits qui viennent de l'autre bout du monde, et puis essayer de reverdir les espaces, c'est-à-dire, on a dit d'entretenir les forêts pour essayer de capter un maximum de dioxyde de carbone. Alors ça, c'est l'aspect atténuation, mais il y a aussi l'aspect adaptation. Encore une fois, la température continuera d'augmenter, même si on a arrêté dès demain toutes nos émissions. Eh bien, en fait, il y a une inertie, c'est un peu comme un train, il ne s'arrête pas spontanément, on a beau freiner, il faut un certain temps avant que l'intégralité du train s'arrête. Donc là, il faut se préparer à une augmentation de la température, quoi qu'il arrive, donc il faut s'adapter. C'est tout l'enjeu du projet Oasis. Et donc, il faut trouver des solutions d'adaptation. Vous avez ici la ville de Paris, bon, c'est une vue peut-être utopique, mais il faut espérer qu'on puisse trouver ce type de solution, et ça rapidement, donc en l'espace de quelques décennies. À savoir que c'est un bouleversement important qui nous attend. Lorsque ça s'est produit les dernières fois, il y a 20 000 ans, ça a mis des milliers d'années. Donc on gagnait 0,1 degré par siècle. Là, on va gagner plusieurs degrés peut-être en l'espace de quelques décennies. Donc il y a un impact fort sur, encore une fois, la capacité à résister. On parlait de résilience tout à l'heure en introduction. Eh bien, de s'interroger si toutes les espèces animales et végétales sauront faire face à ça. Parce que même si nous, on sait se protéger, le monde sauvage, ça sera peut-être plus compliqué. Voilà, donc atténuation et adaptation sont deux volets maintenant absolument indispensables pour le climat futur. Donc encore une fois, j'insiste sur le fait qu'on a encore une marge d'une dizaine d'années pour obtenir ce résultat d'1,5 degré, que c'est encore possible, mais ça demande d'avoir une prise de conscience. Ça se voit, on voit la jeunesse aujourd'hui qui réagit par rapport à ça,
mais il faut vraiment fournir de gros efforts.